se retrouve partout en Europe. Et cette offre politique intellectuelle, c'est l'offre que moi j'appelle de manière provocante exprès de réactionnaires, c'est-à-dire de gens qui ont été ostracisés pendant très longtemps dans la scène médiatique, culturelle, politique française et européenne, et qui aujourd'hui ont le vent en poupe parce qu'ils n'ont jamais cru à cette bulle. Ils n'ont jamais cru à cette bulle, ils ont vécu en marge de cette bulle. Donc ils ont développé des concepts, des armes, des grilles de lecture, une vision et même des pratiques, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans le discours politique, qui correspondent à un monde post-éclatement de la bulle post-historique. Et en fait, ils sont restés politiques, contrairement au parti dit démocrate, le Front National, Orban, Poutine, tout un arc de partis politiques et d'intellectuels qui gravitent autour de ces partis politiques qu'on aurait tort de sous-estimer. Si vous prenez Alain de Benoist, qui est l'homme qui a rétabli les questions culturelles à l'extrême droite, et qui a un esprit vraiment très intelligent, qui a kidnappé Gramsci et la théorie de l'hégémonie culturelle à l'extrême gauche qui l'avait délaissé, pour ensuite l'offrir à l'extrême droite. Mais c'est quelqu'un, tout ça part d'un éditorial d'ailleurs dans le Figaro Magazine de 1978 qu'il faut vraiment lire, qui est un éditorial d'Alain de Benoist qui dit pourquoi Gramsci a raison, donc c'est pourquoi un philosophe communiste hétérodoxe italien du début du siècle a raison dans le Figaro Magazine, et Alain de Benoist trace, mais vraiment, le plan d'action de ce que serait une extrême droite intelligente, c'est-à-dire, comme il l'explique, une extrême droite qui ne croit plus ni au putsch militaire, ni à l'invasion allemande, mais qui décide de prendre en main son destin et de conquérir non pas les bureaux de vote, mais l'espace métapolitique qui déterminera à terme les bureaux de vote, c'est-à-dire l'espace culturel d'une société, en anticipant dès 1978 que la gauche serait incapable de répondre à son offensive. Et c'est un esprit assez intelligent et tellement novateur dans sa pensée à ce moment-là qu'il est en fait le père, alors ça c'est la grosse surprise, mais il est le père du poutinisme. Et donc en Russie, autour de Vladimir Poutine, se retrouvent des intellectuels, parce que ce n'est pas des flics du KGB simplement, d'ailleurs on peut être flic du KGB et intellectuel aussi, et intellectuel et flic du KGB, il y en a plein, mais se retrouvent des intellectuels qui, dès 1991, si on prend Douguine, la première chose quand l'URSS s'effondre, la première chose que fait Douguine, qui est le père de l'eurasianisme actuel de l'Union eurasienne de Vladimir Poutine, mais qui est vraiment un philosophe ultra profond aussi, la première chose qu'il fait, Douguine en 91, c'est qu'il prend un billet d'avion quand les frontières s'ouvrent, et il vient à Paris pour rencontrer Alain de Benoist. Et il crée en Russie une revue qui s'appelle Elementi, qui est basée sur l'élément de Alain de Benoist, et donc qui reprend en fait totalement les thèses, et aujourd'hui encore, alors que Douguine est devenu un penseur phare de l'extrême droite internationale, qui fait des conférences absolument partout, et qui, y compris en Grèce, en France, au Brésil, partout, il cite Alain de Benoist à chacune de ses conférences comme étant l'homme qui a permis une pensée d'extrême droite intelligente, parce qu'il a capturé Gramsci à la gauche. Et donc, face à ça, face à ce mouvement-là, moi, ce qui m'interpelle, c'est l'incapacité totale des élites dites démocratiques ou dites progressistes ou dites pro-européennes ou dites social-démocrates, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais en tout cas, des élites qui jusqu'ici étaient censées incarner les principes progressistes républicains, l'incapacité de ces élites à répondre à l'offensive qui est menée.